Sénat français. Total Énergie, une entreprise à nouveau stratégique pour garantir notre souveraineté énergétique durable. Le réchauffement climatique est un phénomène incontestable. Les scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat estiment qu'il dépasse aujourd'hui 1 degré depuis l'ère pré-industrielle. Ses conséquences sont déjà visibles: aridification des sols, acidification des océans, fréquence plus élevée des événements météorologiques extrêmes. En France, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADM estime que son coût serait déjà d'environ 2 points de PIB. Or, tant que les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine n'atteignent pas un niveau net zéro, ce réchauffement et ses conséquences indésirables devraient s'accentuer et prendre de multiples dimensions. Moins de croissance, catastrophes naturelles, migration contrainte. Face à ce constat, la France a joué un rôle majeur afin d'aboutir à la signature de l'accord de Paris lors de la COP 21 en 2015. La quasi-totalité des États du monde s'est ainsi fixé l'objectif de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, en poursuivant l'action menée pour la limiter à 1,5 degré. Or, pour limiter le réchauffement climatique sous les 1,5 degrés, il est nécessaire que les émissions mondiales de gaz à effet de serre diminuent de 43% à horizon 2030, 60% en 2035 et 84% en 2050. Les efforts à fournir sont donc massifs. Cependant, compte tenu du niveau actuel des émissions des politiques publiques déployées, le GIEC évalue le niveau de l'augmentation des températures à la fin du siècle à environ 2,7 degrés. Une telle situation aurait des conséquences économiques et sociales très préjudiciables pour tous. Le coût de l'inaction est largement supérieur au coût d'une transition écologique menée rapidement. Il nous faut donc tenir le cap de l'engagement pris à la COP28 en décembre dernier. Transitionner hors des énergies fossiles dans le système énergétique d'une manière juste, ordonnée et équitable. Face à cette urgence climatique, nous devons réussir la transition énergétique. En effet, la consommation d'énergie primaire est encore largement fossile à plus de 80% à l'échelon mondial en 2020 et à près de 50% à l'échelon national en 2022. La consommation mondiale d'énergie primaire s'élève ainsi à 162 000 TWh en 2020. 29% de cette consommation est liée au pétrole, 27% au charbon et 24% au gaz naturel. Si la production de hydrocarbures est en voie d'attrition en France, grâce à la loi hydrocarbures de 2017, elle reste dynamique. Dans le monde est dominé par quelques grands pays: les États-Unis pour le pétrole et le gaz, la Chine pour le charbon. Nous devons donc agir en faveur de la décarbonation du secteur de l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie a publié plusieurs scénarios en ce sens, dont celui du net zéro émission, publié en 2021 et actualisé en 2023. Ce dernier scénario plaide pour l'arrêt du développement de nouveaux champs pétroliers ou gaziers afin d'atteindre une réduction de la demande d'énergie fossile de 83% et des émissions de gaz à effet de serre associées de 87%. Dans les faits, l'évolution de la demande d'énergie fossile ne suit pas nécessairement la réduction prévue par ce scénario. Les législateurs européens comme nationaux ont fait évoluer leur cadre normatif. Le paquet européen ajustement à l'objectif 55
de 2021, la loi énergie-climat de 2019 et la loi climat et résilience de 2021 ont ainsi réaffirmé notre engagement en faveur de la décarbonation du secteur de l'énergie. Dans cette perspective, plusieurs leviers sont mobilisés par l'État: les participations, les subventions, la régulation, l'information, la labellisation ou encore la taxation. Ces leviers sont à actionner avec précaution en tenant compte de l'économie mondialisée dans laquelle nous inscrivons, afin de ne pas nous pénaliser par rapport à des acteurs moins ambitieux. Pour faire évoluer ce secteur, plusieurs prérequis sont ainsi indispensables. Selon les acteurs économiques, la clarté et la stabilité des règles, un soutien public pour compenser les surcoûts induits, l'accès aux ressources électricité, biomasse, métaux, une neutralité technologique entre les énergies décarbonées et enfin des règles du jeu équitables à l'international pour éviter les risques de dépendance et de concurrence déloyale. Dans ce contexte, le groupe Total Energy est observé par l'opinion publique. Ce groupe n'était responsable que de 1,2% de la production mondiale de pétrole par jour en 2023. Par ailleurs, 3% de sa production d'énergie finale concernait l'électricité renouvelable et 35% de ses investissements nets les énergies bas carbone. Cette même année, le groupe a annoncé investir 5 milliards d'euros par an dans ces énergies bas carbone les prochaines années. Au total, sa production d'énergie finale a atteint 15,1 pétajoules par jour et ses investissements nets 16,8 milliards de dollars en 2023. Le groupe Total Energy entend augmenter sa production d'énergie, pétrole-gaz et aussi électricité globalement de 4% entre 2023 et 2030, tout en réduisant les émissions de ces sites opérés. Il a par ailleurs publié un bilan carbone et une vision nette zéro en 2050. Selon cette vision, le mix de vente doit être constitué de électricité à hauteur de 20% en 2030 et de 50% en 2050. Pour autant, son bilan et sa vision sont l'objet de critiques, notamment de la part d'associations qui regrettent l'absence d'engagement du groupe s'agissant de la réduction de ses émissions indirectes, ainsi que son implication dans une vingtaine de projets pétro-gaziers très émissifs. Dans ce débat public parfois passionné, le rapport de la commission d'enquête a opté pour une présentation factuelle des positions des différents acteurs. Certains projets conduits par le groupe à l'international font aussi l'objet de critiques, notamment ceux conduits en Russie et en Azerbaïdjan. Les recommandations du rapport sont fermes s'agissant des investissements dans ces deux pays. L'accélération du dérèglement climatique et ses conséquences de plus en plus dramatiques exigent de tous les acteurs, tant publics que privés, une réponse forte et urgente, à la hauteur des enjeux et proportionnée à la responsabilité de chacun. La puissance publique doit être en première ligne pour inciter tous les acteurs économiques dont le groupe Total Energy à sortir plus rapidement des énergies fossiles et à investir davantage dans toutes les énergies alternatives. Les recommandations de la commission d'enquête visent donc à rappeler le rôle de l'État dans ce domaine, à accroître ses moyens d'action et à exiger de sa part des actions déterminées pour créer les conditions d'une transition rapide, ordonnée et efficace. Comme l'indique l'intitulé de la commission d'enquête, quels sont les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour mener cette transition énergétique de concert avec les acteurs privés? Regroupées en 4 axes, les 33 recommandations du rapport proposent d'actionner
plusieurs leviers, certains à l'échelle nationale, d'autres à l'échelle européenne, certains dans une démarche d'accompagnement et d'incitation, d'autres dans une démarche de régulation. À l'aune des impératifs de la transition et de souveraineté énergétique, la commission d'enquête a mené une réflexion sur les modalités de réintroduction d'une participation publique au sein du capital du groupe Total et Total Énergie. L'actionnariat du groupe est aujourd'hui composé à près de 40% d'actionnaires nord-américains et une part en hausse de plus de 13 points depuis 2010, alors que la part d'actionnaires français a baissé de plus de 7 points depuis la même date. Face à cette dynamique, la possibilité d'un changement de nationalité du groupe à moyen ou long terme ne peut plus être exclue. Ces tendances actuelles se poursuivent. La commission d'enquête envisage donc un mode de participation ciblé via une action spécifique. L'action spécifique offre à l'État des pouvoirs décorrélés de son poids dans le capital, comme la nomination d'un représentant de l'État sans voix délibérative au conseil d'administration, le droit de s'opposer à des cessions d'actifs ou encore la soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l'économie de tout franchissement de seuil de participation. Le recours à une action spécifique au capital du groupe Total Energy permettrait donc à l'État, sans empiéter sur les prérogatives du conseil d'administration, de disposer d'un droit de regard sur les évolutions actionnariales du groupe et d'une plus grande information, voire une plus grande influence, en ce qui concerne les décisions stratégiques de ce conseil d'administration. Outre cet enjeu crucial de la participation publique au sein du groupe Total Energy, la commission d'enquête souhaite aussi encourager l'évolution de sa stratégie. Le groupe a tout intérêt à devenir un leader des énergies renouvelables et de la mobilité propre, notamment des carburants durables, des recharges électriques et dans une moindre mesure de la capture du stockage du CO2. À cette fin, et sans mésestimer les investissements déjà réalisés, il convient de l'inciter à accélérer autant que possible sa stratégie d'investissement dans les énergies renouvelables, à court, moyen et long terme, afin d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Le gouvernement ayant renoncé à présenter la loi quinquennale sur l'énergie, pourtant prévue par la loi Énergie-Climat de 2019, il faut actualiser notre programmation énergétique nationale. Une loi de programmation énergétique doit impérativement être présentée d'ici la fin de l'année, tandis que la programmation pluriannuelle de l'énergie PPE et la stratégie nationale bas carbone qui en découlent doivent être actualisées. S'agissant de son contenu, cette loi doit acter d'ici 2030 une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% de la consommation d'énergie totale de 30% et de la consommation d'énergie fossile de 45%. Il faut également y porter la production d'électricité décarbonée à 580 TWh et la part de biogaz dans la consommation de gaz à 20%. Cette programmation doit aussi constituer l'occasion de pouvoir accélérer les projets de production d'énergie renouvelable et les actions de sobriété et de rénovation énergétique, mais aussi de développer les projets de récupération de la chaleur fatale, de même que de captage et de stockage du CO2. Pour appliquer concrètement cette programmation, il est nécessaire de structurer et de développer les filières industrielles, à commencer par celle des énergies renouvelables, tant à l'échelon national qu'à celui européen. L'attrition de l'extraction et de la production nationale de hydrocarbures ayant été actée par la loi hydrocarbures
de 2017 et la loi climat et résilience de 2021, il est nécessaire de moderniser encore le droit minier pour sortir des énergies fossiles en préservant bien sûr les acquis législatifs majeurs des dernières lois, l'interdiction du recours à de la fracturation hydraulique ainsi que l'extinction des concessions fossiles d'ici 2040. Le rapport préconise d'évaluer la possibilité de supprimer certaines dérogations concernant le gaz de mine et les substances connexes. Enfin, le rapport plaide pour la mise en œuvre d'un traité d'interdiction de l'exploitation minière des grands fonds marins, notamment auprès de l'Autorité internationale des fonds marins, pour accompagner les projets liés à la transition énergétique et compenser les surcoûts induits par la substitution d'énergie décarbonée à celle fossile. Le rapport estime indispensable de mobiliser les outils budgétaires et fiscaux nationaux. C'est notamment le cas des appels d'offres et de soutien en investissement et en fonctionnement de projets d'énergie renouvelable, de la taxe incitative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans le transport, des aides à l'acquisition des véhicules propres et du fonds vert. L'examen de la prochaine loi de finances initiale pour 2025 devrait permettre un débat sur ces sujets. Au-delà de cette action nationale, le rapport préconise aussi de consolider le cadre européen en faveur de la transition et de la souveraineté énergétique. Le paquet européen Ajustement à l'objectif 55 doit être appliqué et ses effets évalués. De plus, une neutralité technologique doit être assurée entre les différentes énergies renouvelables. Il convient aussi de pouvoir accélérer la mise en œuvre des projets importants d'intérêt européen commun, notamment en matière de batteries et d'hydrogène. Surtout, la France peut et doit se hisser en position de pionnier par rapport aux autres pays européens. La commission d'enquête estime que notre pays doit proposer l'inclusion du gaz naturel liquéfié russe aux produits énergétiques sous sanctions européennes et arrêter dès que possible ces importations de gaz naturel liquéfié russe. Au-delà de l'exigence morale, c'est aussi une nécessité sécuritaire et une opportunité économique. S'agissant du gaz naturel liquéfié en tant que tel, il constitue une technologie tout à la fois intéressante mais émissive. La commission d'enquête propose donc que son bilan carbone soit réalisé par l'ADEME et que sa provenance soit contrôlée par la CRE. Notre pays ne doit pas non plus se désintéresser des risques qu'un nouveau conflit intervienne entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le rapport préconise ainsi de demander l'arrêt de nouveaux projets ou des nouvelles phases impliquant des entreprises françaises du secteur des hydrocarbures dans le groupe Total Energy en Azerbaïdjan, dans l'attente d'une résolution pacifique des différends entre ces deux États. Au-delà de cette action européenne, il convient également de conforter le cadre international en faveur de la transition énergétique. C'est vrai, les moyens mobilisés, les fonds prévus dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique doivent être abondés, à commencer par ceux à destination des pays en voie de développement ou ceux compensant les pertes et les dommages. C'est aussi vrai des règles édictées. Les secteurs aérien et maritime sont ainsi dans l'attente d'une harmonisation des règles de décarbonation au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou de l'Organisation maritime internationale. Les banques françaises ont déjà initié la réorientation des financements liés aux énergies fossiles vers les énergies bas carbone. Elles sont nombreuses à avoir exclu les financements liés au charbon, aux hydrocarbures non conventionnels et à la production de nouveaux champs pétroliers ou gaziers, tout en se fixant des objectifs de part de financement vert ou bas carbone. Néanmoins, les actifs bas carbone demeurent plus risqués que les actifs bruns. Pour accélérer cette réallocation, le rapport estime donc nécessaire
de poursuivre la réflexion au niveau européen sur des taux d'intérêt différenciés selon l'intensité carbone des actifs. Le dérèglement climatique expose notre système financier à des risques physiques et à des risques de transition liés à la création d'actifs échoués. Des initiatives sont déjà à l'œuvre dans le secteur bancaire et assurantiel pour évaluer l'exposition des acteurs aux risques climatiques à l'aide de stress tests. Il est nécessaire d'encourager le secteur à aller plus loin en prenant davantage en compte les actifs échoués, à la fois dans le reporting extra-financier et dans les exigences prudentielles. Tout d'abord, le rapport recommande de renforcer les bilans carbone et les plans de transition introduits par la loi Grenelle 2 de 2010 et la loi Énergie-Climat de 2019. S'agissant des bilans carbone, il est proposé de passer d'une périodicité de 4 à 3 ans pour les entreprises et de 3 à 2 ans pour l'État et ses établissements et de garantir dans la loi la prise compte des émissions indirectes aux côtés de celles directes. Ce dernier point est d'ailleurs l'une des principales critiques faites au groupe Total Energy. Concernant les plans de transition, il convient d'envisager la suppression de la dérogation à l'obligation de réaliser un plan de transition en cas de déclaration de performance extra-financière pour les très grandes entreprises. Enfin, le rapport a constaté la nécessité de progresser dans la méthodologie utilisée pour l'établissement des bilans carbone sous l'égide de l'ADEME. Le devoir de vigilance sur lequel la France a été pionnière en 2017 constitue un levier permettant de prendre en compte les risques induits par l'activité de l'entreprise et de ses filiales et sous-traitants. Il couvre les matières sociales, environnementales et les droits humains sans mentionner explicitement le climat. Cette absence doit être corrigée afin que les sociétés mères prévoient des mesures dédiées à la prévention et à la correction des risques climatiques. L'appropriation de la démarche de vigilance par les entreprises est contrastée. Pour l'heure, il n'existe ni jurisprudence établie, ni ligne directrice, ni recommandation, ni même de décret d'application pour la mise en œuvre du plan de vigilance. La création d'une autorité de suivi et de contrôle du devoir de vigilance, comme l'exige le droit européen, permettrait d'y remédier. Contrôler implique aussi guider. Enfin, en ligne avec la directive européenne, une application extraterritoriale du devoir de vigilance mériterait d'être envisagée pour impliquer les entreprises établies hors du territoire européen, mais qui réalisent un chiffre d'affaires significatif. La décarbonation des entreprises est de plus en plus débattue au sein des assemblées générales, témoignant de l'importance de la question climatique pour les actionnaires et de son impact sur la valeur d'entreprise. Les sociétés cotées développent le Say on Climate. Depuis 2021, Total Energy consulte ses actionnaires lors de l'Assemblée générale sur sa stratégie de décarbonation par le biais d'une résolution déposée par le conseil d'administration. Les actionnaires prennent aussi l'initiative de déposer des résolutions climatiques. En 2020, 2022 et 2023, des collectifs d'actionnaires minoritaires ont déposé des résolutions climatiques en vue des assemblées générales de Total Energy, mais aussi de Engie ou encore Vinci. Des débats ont eu lieu sur leur recevabilité, le contenu de certaines ayant pu être considéré comme un empiètement sur les prérogatives du conseil d'administration. Le cadre juridique de ces résolutions climatiques pourrait donc utilement être clarifié pour éliminer tout doute sur leur recevabilité, tout en favorisant le dialogue actionnarial. L'identification du climat au sein de la gouvernance des entreprises
grâce à des comités dédiés au sein des conseils d'administration, déjà encouragés par les actionnaires publics, doit être poursuivie. La rémunération variable des dirigeants est de plus en plus conditionnée à des indicateurs en lien avec le climat. Celle du PDG de Total Energy dépend ainsi à 39% d'indicateurs extra-financiers. Ces pratiques doivent être encouragées, notamment en poursuivant les efforts d'accompagnement des actionnaires publics. La présence des entreprises du secteur pétrogazier au sein des délégations nationales au COP a fait l'objet de débats pour mieux distinguer l'intérêt public des intérêts sectoriels. La commission d'enquête estime nécessaire que la France prenne position en faveur d'une meilleure distinction entre les délégations étatiques et celles des entreprises des secteurs les plus émissifs en gaz à effet de serre et leur organisation représentative au COP. En outre, à l'échelle à l'échelle plus spécifiquement française, il apparaît opportun d'y renforcer les moyens et les prérogatives de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Les moyens humains de la haute autorité pourraient également être accrus. Elle compte actuellement 75 ETP afin qu'elle puisse réellement accomplir ses missions. S'agissant des mobilités publiques-privées auxquelles la commission d'enquête n'est pas opposée par principe, le cadre de contrôle pourrait néanmoins être renforcé. La HATVP pourrait recevoir la possibilité d'étendre la durée de son contrôle, actuellement de 3 ans, de 2 années supplémentaires au maximum, au cas par cas, si l'emploi exercé par une personne ou son secteur d'activité le justifie. Le rapport estime qu'une amélioration du fonctionnement du répertoire des représentants d'intérêt mériterait également d'être recherchée. Il propose en particulier de confier à la HATVP de nouveaux pouvoirs de communication de documents et de sanctions en cas d'entrave à ces prérogatives et d'améliorer la qualité des informations contenues dans le répertoire. Le rapport recommande notamment que les représentants d'intérêt précisent la décision exacte sur laquelle porte leur action et la mention de la fonction précise des personnes sollicitées. La commission d'enquête recommande également de supprimer le critère d'initiative en vertu duquel les échanges à l'initiative des responsables publics avec des représentants d'intérêt ne sont pas mentionnés dans le registre. Pourraient enfin figurer dans ce dernier les actions de représentation d'intérêt auprès des membres des représentants diplomatiques françaises à l'étranger. Certaines entités participant à notre diplomatie, à l'instar de l'AfD, ont une doctrine relative au soutien à des projets d'énergie fossile parmi les plus avancés au monde. Il paraît donc opportun d'harmoniser davantage les doctrines de l'ensemble de ces entités dans l'appui aux projets économiques à l'international, afin de valoriser les meilleures pratiques environnementales et encourager nos partenaires à adopter des doctrines analogues. Enfin, il serait aussi pertinent que le rapport annuel de la Cour des comptes sur la transition écologique et le changement climatique annoncé par la juridiction financière comporte une évaluation des effets de la diplomatie économique de la France sur le climat.
Le groupe est devenu en quelque sorte un symbole. Le symbole de nos ambitions, de nos excès et maintenant sans doute aussi de notre capacité collective à transformer ou non nos entreprises face aux défis climatiques. Créé pour assurer notre indépendance énergétique à l'issue du premier conflit mondial, Total a, Total a accompagné le développement de notre économie largement fondée sur le pétrole et la révolution des transports. L'entreprise est ainsi devenue un symbole de la croissance des Trente Glorieuses et d'une certaine insouciance illustrée à leur façon par les stations-service le long de la fameuse autoroute 7. Vive la France, vive la démocratie.